Ma sœur a convaincu ma fiancée de me tromper à son enterrement de vie de jeune fille, parce que j'ai défendu mon meilleur ami qui l'avait trompée, elle, il y a des années. Maintenant, ma fiancée et ma sœur justifient ce qu'elles ont fait, et mon mariage est dans quelques jours. C'est long, mais j'ai besoin de tout sortir. Je suis encore en train de digérer tout ce qui s'est passé. Moi, homme de 29 ans, je travaille dans la banque d'investissement. Je gagne environ 165 000 $ par an. Je ne suis pas riche, mais j'ai un train de vie confortable. Je me bats depuis l'université. J'ai commencé comme analyste, travaillant 80 heures par semaine, gérant des clients exigeants et des délais impossibles. J'ai gravi les échelons jusqu'au poste d'associé. J'ai mon propre appartement en ville, une belle BMW, un portefeuille d'investissement solide d'environ 180 000 $. Ma vie semblait être sur la bonne voie. Ou du moins je le croyais. Laissez-moi vous peindre le tableau de ce que je pensais être ma vie. Je me levais à 5 heures du matin, j'allais à la salle de sport avant le travail, je faisais des journées de 10 à 12 heures, analysant les tendances du marché et gérant les portefeuilles des clients. Je construisais quelque chose de réel. La sécurité financière, l'avancement professionnel, un avenir. Je ne me vantais pas de mon succès, mais j'étais fier de ce que j'avais accompli par le simple travail. J'étais avec ma fiancée, Jessica, femme de 27 ans, depuis 4 ans. Je l'ai rencontrée par l'intermédiaire de ma sœur aînée, Rachel, femme de 32 ans, lors d'une soirée. Jessica travaillait dans le marketing et gagnait environ 52 000 $. Elle parlait souvent de vouloir profiter des belles choses et vivre pleinement. Je trouvais ça attendrissant. Elle s'enthousiasmait pour les dîners chers, les vêtements de créateurs, les vacances de luxe. J'avais les moyens de lui faire plaisir de temps en temps, alors pourquoi pas Rachel et Jessica sont devenues très proches, presque immédiatement, au point d'en être gênant. Elles s'envoyaient constamment des messages, passaient des heures au téléphone, passaient tous les week-ends ensemble à faire du shopping ou aller au spa. Je pensais que c'était génial que ma sœur et ma petite amie s'entendent si bien. Mes amis disaient que c'était étrange à quel point elles semblaient m'exclure de leurs moments entre filles, mais je pensais que c'était normal. Mon meilleur ami, Finn, est comme un frère pour moi depuis que nous avons 12 ans. Nous avons grandi dans le même quartier, fait le collège et le lycée ensemble, et même intégré la même université. C'est le type que j'appellerais à 3 heures du matin si j'avais besoin d'aide pour enterrer un corps. On a tout traversé ensemble, perte d'emploi, décès familiaux, drames amoureux. C'est la famille. Il y a 3 ans, Finn sortait avec Rachel. Ils étaient ensemble depuis environ 2 ans. Honnêtement, je pensais qu'ils étaient parfaits ensemble. Finn terminait son diplôme d'ingénierie, Rachel travaillait comme agent immobilier et s'en sortait bien. Ils parlaient de mariage, d'enfants, de tout le futur. Puis Finn a fait une énorme erreur. Il avait échangé des messages avec une fille de son groupe d'études. Rien de physique ne s'est passé, mais les messages étaient clairement inappropriés, flirt et sous-entendus. Rachel les a trouvés sur son téléphone et a complètement perdu les pédales. Elle l'a jeté dehors, l'a bloqué partout, a dit à toute notre famille que c'était un salaud infidèle qui ne méritait pas qu'on lui fasse confiance. Finn est venu me voir, dévasté. Il disait qu'il avait fait une grosse bêtise, qu'il aimait Rachel, qu'il ferait n'importe quoi pour se racheter. Je lui ai dit que ce qu'il avait fait était stupide et blessant, mais que ce n'était pas, selon moi, une faute irréparable. Les gens font des erreurs, ils auraient pu surmonter ça. Rachel m'a exigé de couper les ponts avec Finn, m'a dit que si j'étais vraiment son frère, je choisirais la famille plutôt qu'un traître déloyal. Je lui ai dit que je n'allais pas jeter 17 ans d'amitié à la poubelle à cause de leurs problèmes de couple, que je soutiendrais les deux, individuellement, mais que je ne choisirais pas de camp dans leur rupture. Elle m'a répondu que j'étais juste un homme de plus à défendre la masculinité toxique, et que je regretterais de l'avoir choisi, lui, au lieu du sang. Je pensais qu'elle exagérait. Après quelques mois, tout est redevenu normal, dîner de famille, fêtes, vacances. Tout semblait bien. J'aurais dû me méfier. Rachel n'oublie jamais, elle planifie. Avance rapide jusqu'à il y a 3 semaines. Jessica et moi devions nous marier dans 2 semaines. J'avais déjà payé 18 000 $ pour la salle, 12 000 pour le traiteur, 4 000 pour le photographe, 3 000 pour le DJ, sans compter les fleurs, la décoration, et tout le reste. La bague de fiançailles à 15 000 $, qu'elle avait exigée, parce que cela représente ton niveau d'engagement, Rucor. On parle d'un mariage à 65 000 $, que je finance entièrement, parce que Jessica disait que les hommes traditionnels s'occupent des grandes dépenses. L'enterrement de vie de jeune fille de Jessica était prévu pour le week-end d'avant.
Rachel avait proposé d'organiser le tout, soins au spa, shopping, dîner chic, location d'une maison entière dans une région viticole. J'ai payé la note de $5000, parce que Jessica disait que c'est ce que font les fiancés dévoués pour la femme qu'ils aiment. Jessica m'a embrassé vendredi matin en me disant qu'elle m'aimait, qu'elle serait sage, et penserait à moi tout le temps. C'est la dernière chose honnête qu'elle m'ait dite. Lundi matin, je suis à mon bureau en train de réviser des portefeuilles quand mon téléphone sonne. C'est Finn. Il a l'air secoué, comme s'il n'avait pas dormi de la nuit. Et mec, faut que je te dise quelque chose, et tu vas détester l'entendre. Je me suis dit que c'était peut-être le stress au travail ou des problèmes de couple. Finn sortait avec une nouvelle fille et j'ai pensé qu'ils s'étaient disputés. Je lui ai demandé ce qui se passait. Il m'a répondu que ça concernait Jessica et Rachel. Mon estomac s'est noué. Il y avait quelque chose dans sa voix qui m'a poussé à fermer la porte de mon bureau. Il m'a dit que la nuit précédente, il était à la salle de sport et qu'il était tombé sur Jake, de notre cours de CrossFit, celui qui sort avec une fille qui travaille avec Rachel. Bref, la copine de Jake s'était retrouvée avec des amis hier, et l'une d'elles se vantait d'un enterrement de vie de jeune fille auquel elle avait assisté, comment elles avaient engagé des stripteaseurs, comment les choses étaient devenues totalement incontrôlables, comment la sœur du marié riait de son plan de vengeance parfait qui avait enfin fonctionné. Je me suis effondré sur ma chaise. Qu'est-ce que tu veux dire? Il m'a dit que ma fiancée m'avait trompé à son enterrement de vie de jeune fille, et que ma sœur avait tout orchestré. J'ai raccroché, j'ai juste appuyé sur terminer l'appel, et je suis resté là, à fixer l'écran de mon ordinateur. Non, impossible. Jessica avait beau être exigeante et matérialiste, ce n'était pas une infidèle. Rachel pouvait encore être amère à propos de Finn, mais elle ne saboterait pas mon mariage. Pas vrai? Mais plus j'y pensais, plus les pièces du puzzle semblaient s'emboîter. Jessica agissait bizarrement depuis la fête, silencieuse, nerveuse, évitant mon regard. Quand je lui avais posé des questions sur le week-end, elle avait donné des réponses vagues et brèves. C'était sympa, rien de fou, juste des trucs de fille. J'avais mis ça sur le compte du stress d'avant-mariage. Maintenant, je me demandais si ce n'était pas de la culpabilité. J'ai quitté le travail plus tôt, j'ai dit à mon patron que j'avais une urgence familiale. J'ai conduit chez moi, en état second, essayant de digérer ce que Finn m'avait dit. Mes mains tremblaient sur le volant. 4 années de ma vie, un mariage à $65 000, des mois de préparation, tout potentiellement détruit par une trahison. Une part de moi voulait affronter Jessica immédiatement, entrer dans la maison en furie et exiger des explications. Mais je suis quelqu'un d'analytique, c'est ce qui fait que je suis bon dans mon métier. Je résous les problèmes avec des données, pas avec des émotions. Si c'était vrai, il me fallait des preuves irréfutables. Si c'était faux, il me fallait le savoir aussi, avant de détruire ma relation à cause d'une rumeur. La première chose que j'ai remarquée en rentrant à la maison, c'est à quel point tout était propre. Trop propre. La salle de bain de Jessica, d'ordinaire en désordre, était impeccable, comme si elle avait voulu effacer des preuves. Le panier à linge était vide, inhabituel pour quelqu'un qui laissait d'habitude le linge s'accumuler pendant des jours. Elle avait même rangé sa boîte à bijoux, quelque chose qu'elle ne faisait que lorsqu'elle était anxieuse. Quand je lui ai demandé comment s'était passé son week-end, elle m'a sorti un récit préparé à l'avance sur des soins au spa et du shopping, mais ses yeux évitaient les miens, et elle ne cessait de se toucher le cou, une habitude nerveuse qu'elle avait depuis la fac. Elle mentait, et elle savait que je le voyais. J'ai commencé par consulter les relevés de notre carte de crédit commune. La location de la maison dans la région viticole avait coûté $3200, mais j'avais donné $5000 à Jessica pour le week-end. Où étaient passés les 1800 restants? Quand je lui ai posé la question ce soir-là, elle a dit qu'elle les avait dépensés en soins et en shopping, mais n'a pu fournir aucun reçu. Premier signal d'alarme. Je lui ai demandé de me raconter le week-end en détail. Elle m'a refait ce récit récité sur des soins du visage, des manucures, des tenues mignonnes et un dîner dans un restaurant local. Mais quand j'ai posé des questions précises, quel restaurant, qu'est-ce que tu as acheté, qui était là, elle s'est embrouillée et a changé de sujet. Deuxième signal d'alarme. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à écouter Jessica dormir, me demandant si la femme à côté de moi m'avait trahi de la pire manière, et si ma propre sœur Y avait aidé. J'ai décidé que je devais enquêter sérieusement, comme une étude de cas au travail. Rassembler toutes les données, les analyser objectivement, puis prendre des décisions basées sur des faits. Je n'avais aucune idée à quel point ce terrier allait être profond. Le lendemain matin, j'ai commencé mon enquête. Première étape, Amanda,
ma cousine qui avait assisté à l'enterrement de vie de jeune fille. On n'est pas très proches, mais elle a toujours été franche avec moi et ne se laisse pas entraîner dans les drames familiaux. Je lui ai envoyé un message pendant ma pause déjeuner. Salut, question au hasard, mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'étrange à l'enterrement de vie de jeune fille de Jessica? Elle m'a appelé dans les 5 minutes. Je me demandais quand tu allais poser la question. Mon cœur s'est emballé. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle m'a dit que Rachel avait engagé plus que des animateurs classiques, qu'elle avait engagé 2 stripteaseurs et n'arrêtait pas de dire que c'était la dernière nuit de liberté de Jessica, qu'elle méritait de vraiment s'amuser avant de s'engager pour toujours. J'avais la nausée. Vers minuit, la plupart des filles étaient allées se coucher ou dormaient sur les canapés, mais Jessica et l'un des gars avaient disparu dans la chambre principale. Rachel se tenait devant la porte comme une gardienne, empêchant quiconque d'interrompre. Elle disait des trucs du genre, ce qui se passe ici reste ici, et certains secrets valent la peine d'être gardés. Pendant combien de temps? Plus d'1 heure, peut-être 2. Rachel prenait des photos de la porte fermée, envoyait des messages, agissait comme si elle documentait une sorte de victoire. J'ai remercié Amanda et j'ai raccroché, puis j'ai immédiatement appelé mon avocat. Oui, j'ai un avocat. J'ai commencé à en consulter un quand je me suis lancé sérieusement dans les investissements et que j'ai acheté mon appartement. J'ai expliqué la situation et demandé quelles étaient mes options. Sans contrat prénuptial, elle a droit à la moitié de tout ce qui a été acquis pendant la relation, m'a dit mon avocat, mais si tu peux prouver l'infidélité avec des preuves solides et documentées, cela change considérablement les choses dans cet état. Il me fallait de la documentation, des preuves concrètes, pas seulement des oui-dire. Cet après-midi-là, j'ai conduit jusqu'à la maison de la région viticole. La responsable du lieu était une femme plus âgée, très professionnelle, qui gérait des locations depuis des décennies. Je lui ai montré ma pièce d'identité, prouvant que j'étais celui qui avait payé le week-end, j'ai expliqué la situation et demandé s'ils avaient des dispositifs de sécurité. Elle m'a dit, nous avons des caméras extérieures pour des raisons de responsabilité, elles ne filment pas l'intérieur, mais captent tous les allées et venues. Elle a ouvert les enregistrements sur son ordinateur. À 12h52 du matin, Jessica titubait hors de la maison, vêtue seulement d'un peignoir, les cheveux complètement en désordre, le maquillage coulé. Derrière elle, un type musclé en jean, torse nu. Puis Rachel, les suivant tous les deux, prenant des photos avec son téléphone. Je peux vous graver une copie de cette séquence, m'a dit la gérante. Je fais ça depuis 20 ans, j'en ai vu des choses, mais quelqu'un qui planifie l'infidélité de la fiancée de son frère, c'est un nouveau niveau de cruauté. Je suis resté 1 heure dans ma voiture à regarder la vidéo en boucle. Ce n'était pas une erreur ni un moment de faiblesse. C'était planifié, coordonné, célébré. Quand je suis rentré, Jessica était sur le canapé avec son ordinateur portable, en train de faire défiler des sites de planification de mariage. Comment s'est passée ta journée de travail, m'a-t-elle demandé sans même lever les yeux. Chargé. Et toi? Bien, je finalise les détails du mariage, les centres de table vont être parfaits. Elle planifiait notre mariage tout en me cachant son infidélité. L'audace était incroyable. Je me suis assis à côté d'elle, assez près pour voir son écran. Des photos de robes de mariée, des compositions florales, des plannings de réception. Tout financé par moi. Tout pour une cérémonie qui était maintenant un pur mensonge. Jess, je dois te poser une question importante. Elle a levé les yeux, et j'ai vu quelque chose passer dans son regard, de la peur, de la culpabilité. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose à ton enterrement de vie de jeune fille que tu ne m'as pas dit? Non, a-t-elle dit immédiatement. Pourquoi tu penses ça? Parce que j'ai des images de sécurité de toi quittant la maison à 1 heure du matin avec un inconnu à moitié nu. Son visage est devenu complètement blanc, puis rouge, puis elle a commencé à pleurer. Ça ne voulait rien dire, sanglotait-elle. Je m'amusais juste. Rachel a dit que c'était totalement normal, que tout le monde faisait ce genre de choses avant de se marier. Voilà. La confirmation. Mais ce n'était que le début. Au cours des jours suivants, j'ai creusé plus profondément pour comprendre ce qui s'était réellement passé. La confession de Jessica n'était qu'en surface. Plus j'enquêtais, plus la situation me paraissait sinistre. J'ai engagé un détective privé. Ça peut sembler dramatique, mais je gagne bien ma vie, et j'avais besoin de tout savoir avant de prendre ma prochaine décision. Cela m'a coûté $3 500 pour une enquête complète, mais chaque centime en valait la peine. Le détective a découvert que Rachel planifiait cela depuis des mois.
Elle avait fait des recherches sur les stratégies de vengeance en ligne, postées dans des forums pour se venger de membres de la famille qui choisissent leurs amis plutôt que leur sang. Elle avait même rejoint des groupes toxiques sur les réseaux sociaux où des femmes partageaient des histoires sur comment donner des leçons inoubliables aux hommes. Le détective m'a montré l'historique de navigation de Rachel. Des centaines de recherches sur des sujets comme comment briser un couple, vengeance contre les protecteurs des infidèles, faire payer quelqu'un pour une trahison. Elle avait étudié ça comme une opération militaire. Mais la preuve la plus accablante, c'était ce que le détective avait trouvé dans son empreinte numérique. Messages textes, publications sur les réseaux sociaux, historique de recherche, tout montrait qu'elle avait systématiquement planifié la destruction de ma relation. Elle avait fait des recherches sur la région viticole en particulier, cherché des propriétés à louer avec une sécurité minimale, et sélectionné avec soin la société d'animation. Le détective avait aussi trouvé les relevés financiers de Rachel. Elle avait payé le stripteaseur $1,200 pour des services privés prolongés au-delà de la performance normale, puis lui avait donné $500 en bonus de discrétion. Et voici le plus incroyable, elle lui avait aussi versé $300 supplémentaires pour qu'il cible spécifiquement Jessica et ignore les autres femmes de la soirée. Elle avait littéralement engagé un séducteur professionnel. Le détective m'a expliqué que ce n'était pas un hasard. Elle avait choisi quelqu'un correspondant à mon type physique, lui avait donné des informations personnelles sur les insécurités de Jessica, et l'avait coaché sur la manière exacte de l'aborder. Le niveau de préméditation était stupéfiant. Rachel avait transformé l'enterrement de vie de jeune fille de ma fiancée en un piège sophistiqué. Mais ce qui m'a le plus retourné, c'est ce qu'Amanda m'a dit quand je l'ai poussée à me donner plus de détails. Rachel ne se contentait pas d'encourager Jessica. Elle la coachait. Tout le week-end, elle n'arrêtait pas de dire à Jessica à quel point j'étais ennuyeux et prévisible, qu'elle méritait quelqu'un de plus excitant et aventureux. Elle la convainquait littéralement que tromper était justifié parce que j'étais insuffisant. J'ai aussi découvert que Rachel travaillait Jessica depuis des mois avant la fête. Amanda se souvenait de les voir tout le temps ensemble, toujours en pleine conversation intense qui s'interrompait dès que j'entrais dans la pièce. J'ai réussi à récupérer certains messages supprimés entre Rachel et Jessica grâce à une application de récupération de données que j'ai trouvée en ligne. Jessica utilisait notre iPad partagé pour envoyer des messages, et les conversations supprimées étaient encore en cache dans les fichiers de sauvegarde. Voici ce que j'ai trouvé. Rachel disait, « Tu vas être attaché pour toujours, tu ne veux pas savoir ce que tu rates ?» Jessica répondait, « Je l'aime mais parfois je me demande s'il n'est pas trop sûr, trop prévisible. » Rachel écrivait, « La sécurité ne te fait pas sentir vivante. Quand est-ce la dernière fois qu'il t'a fait battre le cœur ?» Jessica répondait, « Ça fait un moment, l'étincelle n'est plus la même. » Rachel proposait, « Peut-être que tu dois retrouver cette étincelle ailleurs, juste une fois, juste pour savoir. » Elle planifiait ça depuis des semaines. Rachel sapait systématiquement ma relation, convainquant Jessica que j'étais insuffisant, qu'elle méritait plus d'excitation, que tromper était justifié parce que j'étais ennuyeux. Mais la partie qui m'a vraiment détruit, c'est de découvrir la manipulation financière. Le détective privé a découvert que Rachel encourageait Jessica à accumuler des dettes dans les mois précédant le mariage, vêtements coûteux, bijoux, soins au spa, toutes choses que Jessica ne pouvait pas se permettre avec son salaire. Le plan était de me rendre financièrement responsable de son style de vie après le mariage, puis soit continuer sa liaison, soit me quitter pour quelqu'un de plus excitant tout en prenant la moitié de tout ce que j'avais construit. Jessica n'était pas seulement infidèle, elle conspirait activement pour me ruiner financièrement. J'ai aussi découvert que Rachel avait tout documenté, photos et vidéos pendant tout l'enterrement de vie de jeune fille, en se concentrant sur les interactions de Jessica avec le stripteaseur. Elle prévoyait d'utiliser ces preuves comme levier d'une manière ou d'une autre, soit pour contrôler Jessica, soit pour m'humilier plus tard. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas seulement une vengeance liée à Finn. C'était une question de pouvoir. Rachel voulait prouver qu'elle pouvait détruire ma vie quand elle le voulait. Elle voulait que je sache qu'elle avait le contrôle, qu'elle pouvait m'enlever tout ce qui comptait pour moi. Mais elle avait fait une erreur cruciale, elle m'avait sous-estimé. Je n'ai confronté personne immédiatement. Au lieu de ça, je suis passé en mode stratégique total. Si elle voulait jouer à des jeux, j'allais leur montrer à quoi ressemblait une vraie planification. J'ai commencé par sécuriser mes avoirs, changer tous mes mots de passe, transférer mes comptes d'investissement dans une autre société, ouvert de nouvelles cartes de crédit à mon nom uniquement. Je n'allais pas laisser Jessica avoir accès à quoi que ce soit qui pourrait être utilisé contre moi. Ensuite, j'ai contacté tous les prestataires du mariage. La plupart avaient des clauses d'annulation en cas de rupture. Je perdrais des acomptes,
mais je ne serai pas responsable du paiement complet. On parle ici d'économiser 45 000 $ en frais perdus. Puis j'ai fait quelque chose qui semblait intrusif mais nécessaire. J'ai installé un logiciel de surveillance sur notre ordinateur partagé. Jessica l'utilisait pour organiser le mariage, mais je voulais voir ce qu'elle faisait d'autre. Les résultats ont été révélateurs. Elle envoyait constamment des messages à Rachel, lui disant à quel point elle se sentait partagée, mais combien l'expérience l'avait fait se sentir vivante, qu'elle remettait en question tout dans notre relation, et si elle ne se contentait pas de sécurité au lieu de passion. Mais les messages qui m'ont vraiment atteint parlaient d'argent. Jessica se plaignait de notre mode de vie ennuyeux, qu'elle voulait expérimenter le luxe avant de se marier. Elle demandait conseil à Rachel sur comment me faire dépenser plus d'argent pour elle. La réponse de Rachel: tu l'as complètement dans ta poche, fais semblant d'être stressé par le mariage, il balancera de l'argent sur tous les problèmes. Elles étaient en train de planifier activement comment me manipuler financièrement. J'ai aussi trouvé des preuves que Jessica rencontrait d'autres hommes, pas de trahison physique à ma connaissance, mais elle explorait clairement ses options. Elle était sur des applications de rencontres, échangeait des messages, allait même prendre des cafés avec certains sous prétexte de rendez-vous pour le mariage. Le portrait qui se dessinait était celui d'une femme qui me voyait comme un filet de sécurité financière, pendant qu'elle cherchait d'autres possibilités. Elle voulait mon argent et ma stabilité, mais elle voulait aussi excitation et passion d'autres sources. Rachel alimentait tout cela, encourageait Jessica à garder ses options ouvertes et à ne pas se contenter d'une vie médiocre. Elle empoisonnait systématiquement ma relation tout en prétendant être un soutien. Mais j'avais un plan pour utiliser leur propre stratégie contre elle. J'ai commencé à tout documenter, chaque conversation, chaque comportement suspect, chaque mensonge. J'ai installé des applications d'enregistrement vocal sur mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer toutes nos interactions. J'ai suivi les déplacements de Jessica, documenté ses absences inexpliquées, catalogué ses nouveaux achats coûteux. J'ai aussi commencé à me construire un réseau d'alliés. J'ai contacté des amis communs, des membres de la famille, même certains collègues de Jessica. Je n'ai pas révélé ce que je savais, mais j'ai commencé à poser des questions subtiles sur le comportement de Jessica, l'influence de Rachel, et si quelqu'un avait remarqué quelque chose d'inhabituel. Les informations que j'ai recueillies ont confirmé mes soupçons. Plusieurs personnes avaient remarqué que Jessica devenait plus matérialiste, plus critique envers moi. De plus en plus influencée par les opinions de Rachel, plusieurs amis ont mentionné que Jessica leur posait des questions sur leur vie de couple, s'ils regrettaient parfois de s'être engagés, s'ils avaient déjà été tentés de tromper. Rachel travaillait Jessica depuis des mois, sapant systématiquement notre relation, l'encourageant à me voir comme insuffisant. L'enterrement de vie de jeune fille n'était pas le début de la trahison, c'en était l'aboutissement, le point culminant d'une campagne de plusieurs mois. Mais j'allais retourner leurs propres armes contre elle. 2 semaines avant le mariage, j'étais prêt à passer à l'action, mais pas de la manière qu'elles attendaient. Pas de confrontation dramatique, pas d'explosion émotionnelle. J'allais être chirurgical. J'ai commencé par inviter les parents de Jessica à dîner. Je leur ai dit que je voulais discuter de sujets importants concernant le mariage, et que je tenais à avoir leur perspective en tant que famille de Jessica. Ils ont été honorés par l'invitation, ravis de parler du grand jour de leur fille. J'ai aussi invité Rachel, prétendant que je voulais résoudre toutes les tensions familiales avant le mariage pour que tout se déroule harmonieusement. Elle a accepté, pensant probablement que j'allais m'excuser à propos de l'histoire avec Finn, ou lui demander sa bénédiction. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant haut de gamme, du genre où le repas coûte 150 $ par personne. J'avais choisi cet endroit précisément parce que je savais que Jessica serait impressionnée que je m'investisse enfin dans les relations familiales. C'était aussi un endroit où les gens ne font pas de scandale, ce qui jouerait en ma faveur. Je suis arrivé en avance et j'ai parlé au gérant du restaurant. Je l'avais appelé à l'avance et avais réservé une salle à manger privée avec un grand écran télé, en prétendant que je devais faire une présentation commerciale à des investisseurs potentiels. Je lui ai remis une clé USB contenant toutes mes preuves, organisées dans un diaporama professionnel. La salle privée était parfaite, assez intime pour une conversation sérieuse, mais suffisamment formelle pour garder tout le monde civilisé. J'avais même prévu un éclairage tamisé pour que l'écran soit bien visible. Les parents de Jessica sont arrivés les premiers, Robert et Linda, de braves gens qui avaient travaillé toute leur vie pour offrir des opportunités à leur fille. Robert était électricien à la retraite, Linda avait été directrice d'école. Ils étaient habillés de leurs plus beaux vêtements, manifestement honorés d'être inclus dans ce qu'ils pensaient être une célébration d'avant-mariage. Ils étaient excités par le mariage, posaient des questions sur la lune de miel, parlaient de leur fierté envers Jessica.
Linda m'a montré des photos de Jessica enfant sur son téléphone, me racontant ses exploits. Ma poitrine s'est serrée en sachant que j'étais sur le point de briser à jamais l'image qu'ils avaient de leur fille. Rachel est arrivée avec 20 minutes de retard, vêtue d'une robe de créateur qui coûtait probablement plus que ce que Robert gagnait en une semaine. Elle a fait une entrée remarquée, embrassant tout le monde avec exagération, complimentant Linda sur sa tenue, demandant à Robert des nouvelles de son golf. Elle jouait un rôle, et elle était douée. Je suis tellement contente qu'on soit tous ensemble, a dit Rachel en s'installant. La famille, c'est tout, non? L'ironie était presque insupportable. Nous avons commandé des entrées et échangé des banalités. J'ai posé des questions sur leurs projets pour le mariage, leurs impressions sur le lieu, leur excitation à propos de la cérémonie, une conversation tout à fait normale. Les parents de Jessica étaient détendus et heureux. Rachel était satisfaite, certaine d'avoir tout réussi. Puis je me suis levé et j'ai dit, avant de continuer cette célébration, il y a quelque chose d'important que je dois partager avec vous tous. J'ai fait signe au gérant du restaurant, qui a activé l'écran. La vidéo de surveillance de la maison dans la région viticole a commencé à jouer. Jessica titubant en peignoir, l'inconnu à moitié habillé la suivant, Rachel riant et prenant des photos. Le silence dans la pièce était assourdissant. La mère de Jessica a littéralement poussé un cri et s'est couvert la bouche. Le visage de son père est devenu complètement figé. Rachel a tenté de parler, mais j'ai levé la main. S'il te plaît, laisse-moi finir. J'ai ensuite diffusé les enregistrements audio des conversations entre Jessica et Rachel. Leur voix remplissait la pièce, discutant de tactiques de manipulation, de stratégie financière, et de à quel point j'étais ennuyeux et prévisible. La mère de Jessica s'est mise à pleurer. Son père est resté complètement immobile, la mâchoire serrée. Puis, j'ai lu des extraits choisis des messages de Rachel à propos de elle, Opération Revanche, et de ses plans pour me faire payer ma soi-disant trahison. Quand j'ai terminé, le père de Jessica s'est levé lentement. « Où est-elle » demanda-t-il calmement. « À la maison » répondis-je, en train de se préparer pour notre dîner de répétition de mariage. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta et se retourna vers moi. « Je suis désolé, dit-il, j'ai honte de ce que ma fille a fait, tu ne méritais pas ça. » La mère de Jessica ne pouvait même pas parler, elle m'a simplement pris dans ses bras et a chuchoté « Je suis désolé encore et encore ». Ils sont partis ensemble, et je pouvais les voir se disputer sur le parking à travers la fenêtre. Rachel a enfin retrouvé sa voix. « Espèce de petit serpent manipulateur, tu crois que t'es malin, hein? Je crois surtout que je suis méthodique. » Je lui ai dit calmement, tout comme toi quand tu as planifié tout ça. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire. Elle a dit, la vie de Jessica va être détruite, sa relation avec ses parents ne s'en remettra jamais. Ce n'est pas ma faute, ai-je répondu, c'est la conséquence de ses choix et des tiens. Je vais m'assurer que tout le monde sache quel genre de personne tu es vraiment, m'a-t-elle menacé. J'ai souri et sorti mon téléphone, lui montrant l'application d'enregistrement que j'avais activée pendant tout le dîner. Vas-y, j'ai tout documenté, chaque menace, chaque manipulation, chaque mensonge. Elle a fixé le téléphone, puis moi, et pour la première fois, j'ai vu de la vraie peur dans ses yeux. Tu vas le regretter, dit-elle. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir vu plus tôt qui tu étais vraiment, ai-je répondu. Je l'ai laissé avec l'addition du dîner, 4 personnes, restaurant cher, plusieurs plats, $600 à régler. Qu'elle se débrouille. Quand je suis rentré à la maison, les parents de Jessica étaient déjà passés. J'entendais des pleurs depuis la voiture avant même d'en sortir. La porte d'entrée était déverrouillée, ce qui était inhabituel, Jessica étant d'ordinaire paranoïaque avec la sécurité. Je suis entré et j'ai trouvé Jessica assise par terre dans le salon, entourée de mouchoirs, téléphone en main, complètement hystérique. Elle portait encore la tenue qu'elle avait choisie pour ce qu'elle pensait être une soirée romantique. Une robe que je lui avais offerte pour son anniversaire. La table basse était couverte de documents liés à la préparation du mariage, plan de table, contrat de prestataire, échantillon de tissu. L'ironie était dévastatrice. Elle planifiait notre avenir tout en me cachant sa trahison. Il me déteste, sanglotait-elle sans lever les yeux. Mes parents refusent de me regarder, papa m'a traité de honte, maman n'arrête pas de pleurer. Ils ont dit que j'ai humilié toute la famille. Je me suis assis sur le fauteuil en face d'elle, délibérément pas à côté d'elle sur le canapé, là où je me serais normalement installé. Ce petit changement dans la routine semblait l'avoir blessée plus que tout ce que j'aurais pu dire. « Depuis combien de temps tu sais » demanda-t-elle à voix basse.
Assez longtemps pour rassembler des preuves, ai-je répondu. Elle a levé les yeux vers moi, les yeux rouges et gonflés. Tu avais tout planifié, n'est-ce pas? Le dîner, la présentation, tout. J'avais prévu de dire la vérité, ai-je dit. Ce que tu faisais de cette vérité était ton choix. Elle s'est mouchée, tu vas détruire toute ma vie, mon travail, mes amis, ma famille. Est-ce que ça en valait la peine? Tromper, ça en valait la peine? Lui ai-je demandé. Elle n'a pas répondu. Il devrait être déçu, ai-je dit calmement. Ce que tu as fait est décevant. Tu vas détruire toute ma vie, répéta-t-elle, les yeux pleins de larmes. Pourquoi tu me fais ça? Je ne te fais rien, ai-je répondu. Je fais juste en sorte que les gens sachent qui tu es vraiment. Elle a changé de tactique, tentant la colère. Tu es un manipulateur, tu m'as espionné, violé ma vie privée, tendu des pièges. Je dirai à tout le monde qui tu es vraiment. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré l'application d'enregistrement. Vas-y. J'enregistre tout depuis des semaines, chaque mensonge, chaque manipulation, chaque fois où toi et Rachel avez conspiré contre moi. Son visage est devenu livide. Tu ne peux pas utiliser ça, ce n'est pas légal. En réalité, si. J'ai vérifié avec mon avocat. C'est un état à consentement unilatéral pour les enregistrements. Je me suis levé et j'ai marché vers la chambre. Je vais faire tes valises. Tu as jusqu'à ce week-end pour tout récupérer. Elle m'a suivi, le désespoir remplaçant la colère. On peut arranger les choses, je ferai tout, thérapie, conseil, ce que tu veux. Juste, ne me détruis pas. J'ai arrêté de faire les valises et je les regardais dans les yeux. Tu t'es détruite toute seule. Tu as choisi de tromper, tu as choisi de conspirer avec Rachel, tu as choisi de me voir comme un compte bancaire plutôt qu'un partenaire. Je t'aime, dit-elle désespérément. Non, tu ne m'aimes pas, ai-je répondu. Tu aimes mon argent, tu aimes le style de vie que je t'offre, tu aimes l'image d'être marié à un homme à succès, mais tu ne m'aimes pas. S'il te plaît, murmura-t-elle, j'ai fait une erreur. Ne ruine pas toute ma vie pour une seule erreur. Ce n'était pas une erreur, ai-je dit. C'était un choix. Plusieurs choix, pendant des mois. Ce n'était pas une mauvaise décision, c'était un schéma de trahison. J'ai continué à faire ses valises. Le mariage est annulé, j'ai déjà informé les prestataires. Tu dois trouver un autre endroit où vivre. Elle s'est effondrée sur le lit, en sanglots. Qu'est-ce que je suis censé faire? Je ne peux pas me payer un logement seul, je n'ai nulle part où aller. Ce n'est plus mon problème, ai-je dit. Tu aurais dû penser aux conséquences avant de décider de me trahir. J'ai fini de faire ces cartons, les ai chargés dans ma voiture. Je vais les déposer chez tes parents. Si le Y laisse rester, c'est entre vous. Elle pleurait encore quand je suis parti. J'ai conduit jusqu'à la maison de ses parents, déposé les cartons et eu une brève conversation avec son père. Je suis désolé que cela se soit produit, dit-il. Jessica n'a pas été élevée pour se comporter ainsi. Je sais, ai-je répondu. Rachel l'a manipulée, mais Jessica a fait ses propres choix. Que vas-tu faire maintenant, me demanda-t-il. Je vais m'assurer que la vérité soit connue, ai-je dit, puis je vais passer à autre chose. Il a hoché la tête. Je comprends. Je ne peux pas te blâmer. Je suis rentré chez moi, dans une maison vide, et j'ai commencé à planifier la prochaine phase de ma réponse. Le lendemain matin, j'ai mis en œuvre la phase finale de mon plan. J'avais passé des semaines à me préparer pour ce moment, et je voulais qu'il soit décisif. J'ai créé un document détaillé contenant toutes les preuves, capture d'écran, enregistrement, relevés financiers, témoignages de témoins. Je l'ai organisé de façon chronologique, en commençant par la manipulation initiale de Rachel et en terminant par la confession de Jessica. Tout était documenté, vérifié et obtenu légalement. J'ai envoyé ce document à environ 75 personnes, membres de la famille, amis, collègues, le cercle social de Jessica, les contacts professionnels de Rachel. L'objet du courriel était simple, pourquoi le mariage est annulé, la vérité complète. Je n'ai ajouté aucun commentaire, aucune explication, j'ai laissé les preuves parler d'elles-mêmes. La réaction fut immédiate et dévastatrice. J'avais programmé l'envoi à 9 h du matin, un lundi, pour un impact maximal, au moment où les gens consultaient leurs messages avant le travail. Dès la première heure, j'ai reçu des dizaines de réponses. Mes amis de la fac étaient choqués mais me soutenaient, les membres de ma famille étaient indignés par le comportement de Rachel.
Même certaines amies de Jessica exprimaient leur dégoût face à ce qu'elle avait fait. Mais la réaction sur les réseaux sociaux fut nucléaire. En quelques heures, les comptes de Jessica furent submergés de commentaires. Des captures d'écran des preuves circulaient sur toutes les plateformes. Son nombre d'abonnés sur Instagram est passé de 3000 à 400 du jour au lendemain. Sa meilleure amie a publié une story, « Découvrir qu'une personne en qui on avait confiance est une sociopathe totale, c'est le pire sentiment au monde. » Les conséquences professionnelles arrivèrent encore plus vite. Le patron de Jessica l'a appelée avant même qu'elle n'arrive au bureau, « Ne viens pas aujourd'hui, on doit parler. » À midi, elle était au chômage. Son agence de marketing a publié un communiqué annonçant qu'elle avait licencié une employée pour comportement incompatible avec les valeurs de l'entreprise. Ils n'ont pas donné son nom, mais tout le secteur savait de qui il s'agissait. La carrière immobilière de Rachel s'est effondrée encore plus vite. Son courtier a reçu des copies des preuves, accompagnées de témoignages d'autres agents qui remettaient en question son éthique depuis des mois. Le monde de l'immobilier est petit, les rumeurs circulent vite. Mardi, elle était suspendue, vendredi, elle était partie. Le propriétaire de la maison dans la région viticole a déposé plainte auprès du Better Business Bureau, des offices de tourisme locaux, et même de l'autorité de délivrance des licences de l'État. La réputation professionnelle de Rachel fut détruite dans plusieurs secteurs à la fois. Mais les conséquences financières furent les plus terribles. Jessica a dû retourner vivre chez ses parents, qui à peine lui adressaient la parole. Elle a perdu son appartement, ses mensualités de voiture sont devenues intenables, et son score de crédit s'est effondré lorsqu'elle n'a plus pu suivre les dettes de consommation que Rachel l'avait incité à contracter. Rachel a perdu son condo et a dû retourner vivre chez ses parents, à 32 ans. Elle, qui gagnait 6 chiffres en vendant des propriétés de luxe, demandait maintenant à ses parents retraités de l'argent pour les courses. Mais je n'en avais pas encore terminé. J'ai contacté l'animateur via son compte professionnel Instagram. Il s'appelait Jack, et dirigeait une petite entreprise d'animation. Je lui ai envoyé un message directement, lui ai expliqué qui j'étais, et lui ai demandé s'il pouvait me rencontrer. Il a accepté de me voir dans un café. Jack s'est révélé être un type bien, sincèrement désolé pour ce qui s'était passé. Je fais des enterrements de vie de jeunes filles tout le temps, m'a-t-il dit, mais celui-là était différent. Ta sœur m'a donné des instructions spécifiques pour me concentrer sur Jessica. Elle m'a parlé de ses insécurités, elle m'a même montré des photos de toi pour que je sache quel type d'homme elle avait l'habitude de fréquenter. Il a accepté de signer une déclaration détaillée sur exactement ce que Rachel lui avait demandé de faire, et sur les instructions qu'elle lui avait données. Il ne voulait pas d'argent, il voulait simplement se libérer la conscience. Je fais ce métier depuis 5 ans, m'a-t-il dit, je n'ai jamais vu quelqu'un m'engager pour briser volontairement une relation. Ce que ta sœur a fait est malsain. Avec son témoignage, j'avais des preuves solides que Rachel avait commis une fraude, du harcèlement, et probablement d'autres actes criminels. Je n'ai pas porté plainte au pénal, mais j'ai engagé une action civile pour détresse émotionnelle, diffamation et dommages financiers. Mon avocat m'a dit que nous avions une excellente base pour réclamer 75 000 $ de dommages, plus les frais juridiques. La famille de Rachel a dû engager son propre avocat pour la défendre, les seuls frais juridiques leur coûtaient déjà 25 000 $ et continuaient d'augmenter. 2 semaines après l'annulation du mariage, mon téléphone a sonné à 23 heures. Le nom de Jessica s'est affiché. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. S'il te plaît, dit-elle, la voix à peine audible. La confiance et l'arrogance avaient complètement disparu. Je t'en supplie, je ferai n'importe quoi, fais que ça s'arrête. Qu'est-ce qui doit s'arrêter, ai-je demandé, même si je savais déjà. Les appels, les messages, les regards dans la rue. Personne ne veut m'embaucher. J'ai postulé à 15 emplois cette semaine, 15, et j'ai été refusé partout. Mes références ne répondent même plus. Je ne peux pas louer un appartement, les propriétaires me googlent et voient tout. Mes parents ne veulent pas m'aider. Je dors sur le canapé d'une amie, et elle veut que je parte d'ici vendredi. Je l'entendais pleurer, mais cela ne m'a plus touché comme avant. Tu as exactement ce que tu mérites, ai-je dit. J'ai fait une erreur, une seule erreur stupide, tu détruis toute ma vie pour une erreur. Tu n'as pas fait une erreur.